Dumont. Va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là. Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Salut Mario. Alors, tu veux me parler d'un témoignage d'une agricultrice qui dénonce les conditions de vie dans le domaine. Oui, puis je me suis dit que ça allait te parler. Oui, certainement. Parce que toi, t'es fils d'agriculteur, on peut dire ça. Et moi, je suis J'ai fille. été moi-même. Et tu l'as été toi-même? Ben, de petit peu. Un petit peu? Un petit peu, oui. C'est vrai? Absolument. T'as eu une ferme? Ben oui, quand j'ai racheté la ferme de mon père. Mais j'avais plus d'animaux, c'est ça la différence. J'avais juste des grandes cultures. Mais c'est magnifique, 10 ans. tu vois. Pendant 10 ans. Tu sais à quel point, donc, nous venons de la Terre et sans la Terre, point de salut pour nous humains. Et on parle beaucoup d'autonomie alimentaire, d'autonomie financière, économique au Québec. Puis on oublie que cette autonomie-là passe par toute l'agriculture et le monde agricole. Moi, j'y crois profondément. En bonne fille d'agriculteur, moi aussi. Qui a fait le train aussi, quand c'était une de mes premières jobs d'été. C'est pas facile. C'est un métier extrêmement éprouvant. Il y a jamais d'arrêt. T'as jamais de pause. C'est difficile de prendre des vacances. En ce moment, on le sait. Tout est source d'inquiétude. La maladie des animaux, la météo, la gel, le dégel, le printemps, la pluie. Et là, l'inflation touche tout le monde, y compris les agriculteurs. Les taux d'intérêt, parce que c'est un des domaines qui a des très gros niveaux d'endettement. Exactement. Les taux d'intérêt aident personne et tout. Et tu vois, l'automne dernier, il y avait un sondage de l'UPA qui disait déjà qu'il y avait au moins un agriculteur sur 4 au Québec qui songeait vraiment à remettre en question son engagement. Puis il y en avait même plus de 11% qui disaient, moi, là, si ça continue, je vais remettre les clés à la banque parce que ça m'intéresse plus. Il n'y a pas de relève en plus parce que si le fermier veut passer sa ferme à sa progéniture, à ses enfants, bien, il faut que les enfants puissent le payer. Il y a des quotas qui coûtent des millions de dollars. Les fermes coûtent cher. Fait que là, c'est comme la relève voudrait bien prendre, quand elle veut, prendre la ferme, mais elle peut pas se le payer. Puis le parent dit, ben oui, mais en même temps, c'est mon fonds de retraite, c'est ma retraite. T'sais, ils n'ont pas de convention collective. Fait qu'il y a comme quelque chose d'irréconciliable dans la façon dont c'est fait. Et oui, je vais te parler du témoignage de Maryse Le Cavalier, qui est une agricultrice qui écrit justement dans les pages du Devoir une lettre très poignante où elle témoigne de ce qu'elle et son conjoint vivent, de ce que je comprends, parce que j'ai eu l'occasion de lui parler ce matin. C'est la ferme de son conjoint. Donc, elle parle aussi d'un autre élément. Elle parle de toutes ces femmes qui sont conjointes d'agriculteurs, mais qui ne sont pas propriétaires des fermes. Puis ça sera un autre dossier. C'est un dossier connexe, mais disons un sous-dossier, parce que le plus gros dossier, c'est la précarité financière de nos agriculteurs. Mais c'est quand même intéressant de voir aussi qu'il y a plein de femmes qui travaillent bénévolement dans ces fermes-là et qui n'en auront pas les fruits. Il y en a qui sont... Oui, et il y en a... Il y en a de plus en plus. Là. Si on compare avec il y a 50 ans, c'est même pas comparable. Là. Non. Puis j'espère qu'il y a eu de l'évolution là-dedans. Et il y en a aussi des femmes qui sont elles-mêmes propriétaires d'une ferme aussi. À elles. T'sais? Donc, ça commence aussi. Mais ce que disait Maryse Le Cavalier, ce qui était très touchant, c'est qu'elle parlait de ce moment où ils ont perdu un enfant. Leur fille de 2 ans et demi est morte. Et son conjoint, donc le papa, fermier, n'a pas pu vivre le deuil de son enfant. Il a dû être obligé d'aller s'occuper de sa ferme, faire le train, s'occuper de ses vaches. Puis elle le dit là-dedans, elle dit les vaches, c'est tout le temps. C'est comme si c'est un métier où, d'abord c'est une vocation, c'est un sacerdoce, où même la mort doit attendre que tu aies fini de faire le train. Et je trouvais que ce témoignage-là, qui est excessivement poignant, ça nous montre la précarité du milieu. Et sa première phrase de la lettre, c'est « Est-ce qu'il va falloir qu'on fasse la grève, nous aussi, pour qu'on comprenne notre détresse? » Et ça me fait beaucoup penser à, tu sais, bon, demain, il y a cette grève. Je veux dire, quelqu'un qui ne le sait pas qu'il y a la grève demain, il ne vit pas sur la planète Québec. Il a raté quelque chose. Il est un petit peu trop collé à Hamilton. Mais bon, demain, c'est sûr que ça va paralyser les choses. C'est sûr que ça va mettre un frein à plein de choses. Ça va bouleverser le quotidien de millions de Québécois qui ont des enfants où ça dépasse même les profs. Là. C'est un front commun du service public. Et elle dit, là, c'est un peu le même genre de parallèle qu'on peut faire, parce que dans le cas des infirmières ou des professeurs, ça fait des années qu'ils nous disent ce qu'ils nous disent en ce moment. Et dans le cas des agriculteurs, moi, ce discours-là,
je l'entends aussi depuis des années. Sans doute que toi aussi, Mario, tu es très près de ce milieu-là encore. On le sait très bien. Quand elle dit dans sa lettre, là, j'aimerais beaucoup... Attends, je vais te la citer parce que c'est une belle phrase. Elle dit... je suis tannée qu'on fasse pitié, mais c'est vrai qu'on fait pitié. Puis elle dit, je veux qu'on nous prenne au sérieux. Je ne veux plus entendre qu'un agriculteur a camouflé son suicide en accident parce qu'il pense valoir plus cher mort que vivant. Écoute, c'est épouvantable ce qu'ils vivent en ce moment. Pas tous, tu sais, comme je lui parlais de sa situation personnelle, puis il dit, nous, on fait plein d'affaires. Tu sais, on vend du foin, on a une érablière, fait qu'on fait plein d'autres choses, puis elle travaille hors de la ferme, puis fait qu'ils finissent par arriver, mais ils n'ont pas 5 minutes, tu comprends? Eux, là, ils sont pas en train de se dire, où est-ce que j'irais bien passer mes vacances à Noël? Ils savent que c'est tout le temps, tous les jours à remettre, et ça finit par être lourd. Et ben, l'enjeu, c'est qu'on n'aura pas de relève, puis on en aura de moins en moins. Et puis c'est vrai que les gens regardent ça, puis ils se disent, pourquoi je m'embarquerais dans de la grosse misère de même? T'sais? Parce qu'on a une idée préconçue des agriculteurs, puis c'est vrai, on dit au Québec, il y a de la grosse machinerie, puis j'ai déjà lu des rapports qui disaient comment se fait que les agriculteurs québécois sont si équipés, alors que souvent, ils n'en ont même pas besoin. T'sais, c'est comme... Il y avait eu un moment, tout un discours qui disait on est bien trop équipé de toutes sortes de choses qui coûtent des millions. Mais, tu sais, avoir une ferme, moi, mon père a été propriétaire de ferme porcine. C'est des millions de dollars d'investissement que tu payes pendant des années. Puis il suffit que tu aies des moins bonnes années, puis le porc, je te raconte pas, ça a été la Bérésina pendant des années. C'est vraiment mal tombé. Moi, mon père et mes parents ont tout perdu. Mais c'est, sans parler des à côté, c'est un milieu difficile, c'est un milieu... puis des fois, quand tu vas dans certains types de financement, tu te fais faire de la visite sur ta ferme, puis tu reçois des menaces de te faire jeter dans ta fosse à purin. Puis tu sais, c'est pas facile, ce milieu-là. Il y a des gros bras aussi dans le milieu agricole. Puis tu as les coopératives, puis tu as les abattoirs. Puis c'est tellement un écosystème que la plupart des gens comprennent pas. Puis qu'on voit, tu sais, on se pose même pas la question d'où vient le steak que le monde mange, d'où vient la saucisse, d'où vient notre dinde, d'où vient les œufs. Les enfants savent même pas comment poussent les choses. Non, c'est ça que j'allais dire. Non, ils savent pas d'où, ils savent même pas comment le faire. Tu sais, il y a un spécialiste des oiseaux qui m'avait dit il y a quelque temps, j'avais demandé... est-ce que les jeunes sont au courant de... Puis il m'avait dit, moi, quand je vais dans des classes puis que je pose des questions, nommez-moi un oiseau là, que vous connaissez. Puis les jeunes disent, hey, les mouettes du McDo. C'est un peu... Je me suis dit, c'est un peu gros, là. J'espère qu'ils sont capables d'en... Au moins le moineau simple, tu sais, je sais pas, la pyruline, tu sais, mais c'est vrai qu'on connaît pas très peu la faune et la flore, et de ce manque d'éducation, il y a tout le reste qui vient avec. T'sais, on pense que c'est gratuit, que c'est là, que ça va toujours être là. Mais non, tu sais, on veut pas manger de la viande en plastique, puis on veut être capable de profiter. C'est une économie porteuse d'avenir, et il faut pas l'oublier. Alors, je trouvais qu'au moment où il y a plein de gens qui vont sortir pour leurs moyens, pour des conditions de travail qui ont du bon sens et qui vont faire des moyens de pression, je pense qu'il faut pas oublier les agriculteurs qui aussi ont des conditions de travail qui sont pas toujours alléchantes et qui ont l'intention d'ailleurs de faire certains moyens de pression. Elle me parlait d'une marche le 6 décembre d'ailleurs. On aura l'occasion de s'en reparler, mais voilà, je trouvais que c'était un témoignage important à lire dans la page idée du Devoir. Merci Isabelle. Merci. Au revoir. Ce balado